vie, elle est pas évidente. Hein. La vie, c'est pas DA et DB. Hein. Ça veut rien dire. HDMI 8K. Ouais, 8K. Comme mon salaire à l'INSA. Et là, la caméra que je veux acheter, c'est 8K. Non, c'est 8K. Ouais. Ouais, c'est le prix, ça. C'est le prix. Non, Putain, non, c'est comment s'embrouiller. 8K, le prix, c'est celui des caméras robotisées. Moi, je voulais 100K. 6K La qualité. la résolution, c'est La résolution, pas la la qualité. nouvelle Et les technologie 26,5K, c'est qui quoi? coûte 2K. C'était 6,5. followers. Oh, non, attends, non, je sais plus. 27,5, je Tu crois. sais que j'ai fait les followers en ce moment parce que du coup, j'ai arrêté le challenge, les gens. Parce que tu montres moins tes tétés. Aussi. Voilà, tout est là-dedans. Tu dis quand ça rack, hein. Mais si tu veux, on y arrive. Ouais, mais là, Luc, il prend son temps. T'es pas au courant, mais bon. Luc, il est des îles. Moi, j'y suis arrivé, là, déjà. Allez, Tarek, Ipsoni, Tarek. monsieur. Merci Luc d'avoir tout mis en place. Merci, Luc. Merci Luc. Jingle. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Est-ce que t'as la ref? J'ai pas la ref. Dewey dans Malcolm. Je sais pas si on m'entendait parce que j'étais un peu loin du micro. C'est Dewey dans Malcolm. Bonjour Damien. Bonjour, Romain. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, ça va être principalement l'entrepreneuriat dans l'éducation. C'est dingue, c'est mon métier. C'est ton métier. Et bah justement, tiens, c'est ton métier. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissaient pas encore? Il n'y en a pas beaucoup qui ne te connaissent pas. Tu rigoles. Mais- Je m'appelle Damien, ça fait 7 mois que je suis à l'INSA. Je crois, oui, 7 mois. Je suis chargé de mission entrepreneuriat à l'INSA, Centre-Val de Loire, notamment sur le campus de Blois. Ça se fait via Pépite Centre-Val de Loire. Je raconte Pépite. Pépite, c'est quoi? C'est un statut national qui est Ok. délivré par... Tout ça a été créé par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour accompagner en fait les étudiants qui ont un projet d'entrepreneuriat. Projet d'entrepreneuriat au sens très large, ça peut être un projet d'entreprise, start-up, fondation, association. Voilà. Donc grâce à ce programme-là, on a des chargés de mission à travers toute la France. Ok. Et donc une personne à Blois, moi, et une personne à Bourges qui est Racine. Je suis aussi chef de mission sur les missions industrielles à l'INSA. C'est quoi les missions industrielles? C'est je vais créer une équipe projet avec un enseignant-chercheur, des étudiants, pour aller régler une problématique d'entreprise type industriel. Donc voilà. Donc je m'occupe Rapide, aussi de ça. efficace. Ouais. Et je suis aussi président de l'association des personnels de aussi- l'INSA. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur, Si tu veux. sur ton activité actuelle. Ok. J'aimerais revenir bien en arrière sur des choses plus enracinées en toi. Ok. J'ai lu ta description, tu m'as fourni une description avant que ce podcast ait lieu. Ouais. Tu m'as fait part que tu étais un peu l'élève qui était dans l'excellence académique, je cite. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu dis excellence académique, où est-ce que tu veux en venir? Est-ce que tu étais l'élève brillant de la classe? Comment est-ce que tu étais à ce moment-là? J'avais un problème avec être premier. Être premier, pourquoi je sais pas. J'ai pas été élevé non plus avec ce truc qu'il faut être premier absolument. Ouais. Mais depuis que je suis petit, j'avais cette envie d'être premier de la classe absolument tout le temps, dans toutes les matières, pour tout. Ça a été jusqu'à quasiment la fin de mon parcours scolaire, on va dire. J'avais pas envie d'être forcément de briller, mais j'avais des capacités, des facilités, des capacités, et je voulais les exploiter. Par contre, je les exploitais d'une manière différente. J'apprenais pas par cœur, etc. J'avais des manières en fait d'apprendre les choses hyper différentes. Justement, des manières d'apprendre différentes. Tu m'as aussi fait part que tu rappais tes tables de multiplication. Alors, Ouais. c'est-à-dire, ça permettait pour toi de les apprendre d'une meilleure façon. En tout cas, c'était plus optimal pour toi. Ou c'était naturel, tu faisais ça comme passe-temps. En fait, je me foutais déjà beaucoup la pression. Je suis quelqu'un de très anxieux de base. Ouais. Et à côté de ça, j'aime beaucoup rire. J'aime l'humour. Et il fallait que j'apprenne en fait d'une manière beaucoup plus ludique. Et en fait, j'avais un prof, je me rappellerai toute ma vie, c'était en fin de primaire,
qui était hyper drôle, qui nous laissait faire plein de choses, qui nous laissait être créatifs en tout cas. Et du coup, un jour, j'ai rappé avec lui une table de multiplication, et puis en fait, je les ai toutes apprises comme ça. Je trouvais ça hyper marrant, quoi. Du coup, c'est. Alors, oui, maintenant, quand tu me regardes à 10 ans en train de rapper une table de multiplication, c'est un peu ridicule, mais franchement, pour apprendre, c'était hyper drôle. Et du coup, en fait, j'ai essayé d'autres choses comme m'écouter, enfin m'enregistrer et après m'écouter. Donc à l'époque, c'était sur des petits microphones, on n'avait pas d'iPhone, vu mon grand âge, 38 ans. Et voilà, et après c'était... T'es beaucoup plus jeune d'ailleurs. Oh, merci. Naturel, pourtant. Et en fait, c'était d'autres choses. J'écoutais beaucoup en cours. En fait, j'avais une oreille qui était très active en cours. Donc ça me permettait aussi le soir de rentrer et en fait d'avoir quand même beaucoup emmagasiné, tu vois. Mais par contre, j'étais très très fatigué le soir. Je me suis vite rendu compte, enfin mes parents en tout cas, que le soir, en fait, j'étais capable de rien. Je pouvais pas faire mes devoirs, j'étais vraiment lessivé. Et du coup, je faisais des petits deals comme ça avec mes parents. Promis, je fais pas mes devoirs ce soir. Par contre, demain matin, ils seront faits. Et du coup, je me levais à 6h du mat. Mais véridique, je me levais à 6h du mat. Et ma mère me faisait beaucoup confiance sur ça. Donc je me levais à 6h du mat et je faisais tous mes devoirs. J'apprenais mes cours, etc. Et tu rappais à ce moment-là? Je pouvais rapper, je pouvais faire des dessins aussi. Ça me rappelle un truc, il y a eu une trend il y a quelques années du... C'est ça que tu faisais ou pas? Non, c'était vraiment... C'était du rap. Après, c'était du rap. À l'époque, c'était MC Solar, les rappeurs, c'était NTM, etc. Donc c'était du rap assez binaire, tu vois. C'était pas toutes les sortes de rap qu'on a aujourd'hui, tu vois. Où c'est un peu plus trip, etc. Trip-hop, etc. C'était très binaire, donc c'était... Allez, si, vas-y, c'est le moment là. 1 × 1 = 1, tu vois. Très Benny B, mais Benny B, tu vois, c'est ma génération, donc c'était assez ridicule, mais ça fonctionnait. Ok. Et du coup, c'était cool parce que j'étais créatif et j'étais aussi créatif pour ça. Mais j'ai pas été créatif très longtemps parce que, enfin bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que je trouve que l'école a beaucoup étouffé ma créativité en tout cas. Ouais, c'est marrant que tu parles de la créativité parce que c'est un point aussi que j'ai relevé dans ta description. Tu dis que tu étais toujours dans tes pensées. Est-ce que finalement pour toi, un entrepreneur ou alors quelqu'un qui se destine à devenir entrepreneur potentiellement, est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours cette créativité en lui, un peu dans sa bulle, dans ses pensées, ou est-ce que c'est cette chose qui t'a destiné à devenir peut-être, te pencher vers l'entrepreneuriat, ou tu penses que ça n'a rien à voir et que l'entrepreneuriat s'est développé en parallèle complètement de cette capacité à être créatif? L'entrepreneur, il n'est pas toujours dans sa bulle parce qu'il doit être à l'écoute de tout et il doit être en analyse, pas permanente, mais beaucoup. Donc être dans sa bulle, c'est bien pour être créatif, pour vraiment t'isoler en fait, parce que les autres aussi te prennent beaucoup d'énergie. Donc pour t'isoler, pour penser, alors pour penser à tout, à rien, à un sujet particulier, être focus aussi, ça te permet de t'évader, ça permet de t'endormir aussi, d'être un peu dans ces pensées, et de rien s'interdire. C'est-à-dire de pas avoir de pensées limitantes. C'est dans tes pensées mais sans limite, quoi. Et du coup, moi j'avais besoin de ça me permettait de m'évader pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, en tout cas, un entrepreneur, non, on doit pas être que dans sa bulle, parce que sinon il passe à côté de plein de choses. Oui, mais est-ce que le fait de t'être permis de rêver, c'est pas justement ce qui t'a un peu guidé vers tes objectifs? Parce que quelqu'un qui ne rêve pas, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'aura pas d'objectif à accomplir et qui va pas mettre les tâches en place, les actions en place pour y arriver. Après, rêver c'est cool, après agir c'est mieux, tu vois. Mais est-ce que pour agir, il faut pas avoir un rêve au préalable? Si, ouais, il faut avoir. Et en fait, il faut en avoir plein. Ouais. Il faut en avoir plein, faut rien s'interdire. Moi, alors je parle beaucoup de l'enfant intérieur. Et en fait, on parlait de mon âge, tu vois, mais je crois que je vis bien avec l'enfant que j'étais. Je vis avec lui en permanence. Et du coup, grâce à ça, je sais pas, j'ai l'impression de vieillir moins vite ou alors de m'interdire moins de choses. Donc du coup, d'avoir plein de rêves, d'avoir plein de possibilités. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai un métier, j'ai des métiers, j'adore ce que je fais. Par contre, si j'ai toujours rêvé de faire plein de petits métiers. Alors des petits métiers, pas des petits métiers, mais des métiers comme serveur, barman. Mais si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Si j'ai envie de me barrer à l'autre bout du monde, je vais le faire. Si j'ai envie de cuisiner un pâté en croûte parce que je trouve ça incroyable, je vais le faire. Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais tout faire pour y arriver, en tout cas. Et quand tu dis tout faire, c'est quoi concrètement que tu mets en place? Parce qu'on a tous des rêves, mais on ne sait pas vraiment les actions qu'il faut placer entre ce rêve et la réalité, quoi.
Ça dépend, je sais pas. Ça va être beaucoup m'acculturer. Alors j'adore ça, j'adore apprendre. Enfin, je trouve ça sur Internet, c'est une ressource Ouais. énorme. On a tout gratuitement. Et donc apprendre. Et en fait, en apprenant, en cherchant, c'est beaucoup en sourçant en fait. Je source beaucoup et je suis un peu feignant. Et aussi cette feignantise, on va dire, me permet en fait de chercher des process toujours plus courts. En fait, des techniques pour gagner en temps. Par exemple, pour arriver d'un point A à un point B, donc le point B, ça va être mon rêve, ou ce que je veux faire, c'est comment y arriver avec la technique la moins chiante possible, peut-être la plus drôle aussi, la plus ludique, et qui va m'apporter le plus, tu vois, aussi. Donc en fait, ma vie, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat en fait, en permanence, et je pense depuis très longtemps. Je cherche toujours des process, et voilà. Et je cherche beaucoup à m'amuser en fait, maintenant, en tout cas aujourd'hui. L'humour, comme je disais, c'est très important pour moi, et m'amuser et rendre les choses ludiques, interactives, etc., c'est hyper important. Donc j'essaye aussi, dans tout ce que je fais, de le rendre ludique, fun. Bah ouais, t'as raison. Parce que charge mentale de ouf. Ouais, non, mais clairement, il faut. Charge mentale de ouf depuis que je suis petit, et puis même la vie. Enfin. Ouais. Donc voilà. Ok, et quand t'étais dans tes études, est-ce que justement, il y a eu, je sais pas, on n'est pas de la même génération, est-ce que toi, tu te sentais un peu freiné dans ta créativité, dans le fait de poursuivre tes rêves, ou justement, à ton époque, c'était relativement simple de pouvoir faire ce qu'on veut Archi freiné, parce que, alors peut-être des parents assez stricts hein, sur l'avenir, tu vois, beau-père militaire, maman fonction publique, donc assez carré, etc. L'école, en fait, l'école te permettait pas de rêver, en tout cas. Enfin, moi, je sais que j'avais un prof qui m'a marqué, qui était en élémentaire, hein, qui me faisait faire de la peinture, qui au contraire me poussait à la peinture et au dessin. J'ai eu de la chance d'avoir des frères très musiciens, enfin, qui adoraient la musique électronique, deux qui en jouaient pas mal, qui allaient à Ibiza, etc. Donc qui m'ont très vite acculturé à ça. À 6 ans, j'ai eu mon premier vinyle de techno, tu vois. Ouais. Donc j'ai eu de la chance. Mais l'école te rappelait toujours à l'ordre. Et puis moi, mon rêve, c'était d'être architecte. Ouais. C'était vraiment mon rêve ultime. T'as eu beaucoup de rêves, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais celui-là, c'était mon rêve professionnel, c'était être archi. Ok. Et il a suffi du stage de 3e pour achever mon rêve. Et l'école m'a pas soutenu dans ce truc-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? En gros, j'étais dans un cabinet, enfin, c'était le cousin de ma mère, qui est un archi qui était vraiment en dépression, tu vois. Genre, il n'y arrivait pas, c'était assez compliqué, le numérique arrivait tout juste, et du coup, il était complètement perdu, et moi, je suis reparti de ce stage, mais blasé, avec pas la bonne vision de ce métier-là. Ouais. Et quand je suis rentré en cours, ils m'ont dit, cherche autre chose, quoi. Ouais. Plutôt que d'appuyer, de dire, attends, c'est juste un stage, c'est pas grave. Ouais. Enfin, l'orientation était nulle, quoi. Vraiment. Et en plus, ils savaient que j'étais créatif, parce que en art plastique, machin. Mais du coup, ils cherchaient pas à exploiter ça, à me dire, attends, avec ta créativité et le sérieux que t'as, avec ces deux trucs-là, ces deux compétences importantes, à peut-être pouvoir faire quelque chose. Rien du tout. Tu vas aller en seconde pour faire initiation aux sciences de l'ingénieur, et puis ça, même si clairement, c'était pas trop mon truc, tu vois. Ouais. Et du coup, après, tu passes au lycée, et au lycée, c'est encore pire. Au lycée, je pense qu'il y a rien. Enfin, à mon époque, il y avait rien pour développer ta créativité et pour encore t'accompagner sur d'autres métiers. Donc là, encore plus perdu. Ouais, en plus, j'ai bien vu dans ta description, tu dis que tu avais compris qu'il y avait un problème au niveau de l'orientation dans l'éducation. Là, t'en fais part d'ailleurs. Est-ce que c'est un peu ce déclic qui t'a fait venir, par exemple, entreprendre des choses avec l'INSA, avec Pépite? Est-ce que c'est cette problématique que tu as identifiée qui t'a poussé à faire ça Du coup, oui, parce que donc, après lycée, donc, j'ai fait un DUT Tech Deco, etc. Je suis entré dans la banque, dans la finance, machin, mais pour entrer dans des cases, pour cocher des cases, parce que droit. Ouais. Enfin, pour te dire la petite histoire, après mon DUT Tech Deco, j'allais faire peut-être une école de commerce, etc. J'étais pas sûr, j'étais complètement paumé. Et un soir, je rentre chez moi, parce que ma mère me sentait paumé. Je voulais faire des études de vin, dans le vin. Mais c'était bouché à l'époque, etc. Ouais. Je rentre chez moi, il y avait mon prof de Tech Deco qui m'attendait chez moi, parce que c'était un ami de mes parents. Ils m'attendaient tous les trois, genre assis sur le canapé. Donc, Damien, ouais, tu vas rentrer dans la finance. Ah, ok. Et c'est pas eu le choix, mais je dis, ouais, ok.
Et en fait, j'ai passé des entretiens dans 5 banques, j'étais pris dans les 5 banques, j'ai fait ah génial, j'ai un super potentiel. Non, c'était juste hyper simple en fait comme Ouais. métier. Et j'ai fait ça pendant 10 piges quoi. Et du coup, oui, le jour où tu te réveilles, etc., parce que crise de la trentaine. Pourquoi ça a mis 10 ans avant que tu te réveilles, entre guillemets? Parce que t'es à Paris, t'es en couple, en fait, tu coches toutes les cases, tout le monde est content, ta famille, Ouais. t'as un peu. Du coup, tout le monde te fiche la paix, sauf que t'es pas droit dans tes bottes, quoi. Et à un moment, le rêve te rattrape, Non, quoi. mais t'es pas droit du tout dans tes bottes. Et puis, en fait, la trentaine te rattrape. Ouais. Et je sais que, bon, il y avait toujours ce truc-là, hein, parce que à côté de mon taf, je faisais quand même pas mal de choses. En gros, j'étais directeur artistique de la Marche des Fiertés de Paris. Le gros concert Place de la République, tu sais, où t'as 100 000 personnes. Ouais. Ben, j'étais directeur artistique de ce concert-là pendant 5 ans. Et ça m'a permis d'entreprendre, mais différemment. Ouais. Parce que du coup, c'était simple, hein, l'objectif, c'est Damien, t'as un concert pour 100 000 personnes organisé sur la Place de la République. Hidalgo te la file, donc ça c'est gratos. Par contre, tout le reste, à toi d'aller le chercher. Donc les financements pour la régie, aller chercher une régie à 100 000 balles, tu vois, pour une grosse scène, des artistes, gérer un carré VIP, des bénévoles, etc. Donc tout faire seul ou avec une petite équipe, tu vois. Et ben ça, faut que tu l'apprennes. Enfin, Tu l'as appris à l'école, tu ça, ou pas? non, pas du tout. J'ai des bases de marketing en tech de co, tu vois. Mais ça, c'est le terrain. Ouais. Enfin, même toutes les écoles, etc., tous les livres, c'est du terrain, en fait. C'est de la débrouille. Oui, en fait. Et même, je dirais même que pour moi, c'est un peu la logique. C'est comme la communication, le marketing. Il y a quand même beaucoup de logique là-dedans. Tu vois, avoir des pôles. T'as le pôle logistique, le pôle machin. Enfin, pour moi, ça se dessinait assez facilement. En fait, tout se dessine dans ma tête. Donc ça se dessinait. Et après, c'est de la débrouille. Ok, il manque 10 000 balles, ben on va aller chercher 10 000 balles, tu vois. Et ça se faisait. Bon, je te raconte pas le nombre d'heures, la sueur, etc. Mais ça m'a vachement appris. Et ça me permettait, c'était un peu mon échappatoire dans cette vie un peu très carrée. Enfin dans ce métier un peu carré. Mais dans ce métier très carré qui est la finance, j'apportais aussi ma patte, ma singularité. Déjà, le costard, j'avais pas les mêmes costards que tout le monde. C'est pas qu'il fallait que je sois sapé différemment, mais déjà porter un costard, je trouve ça hyper ridicule. Enfin, ça fait pas la personne, quoi. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'étège les costards, mais fallait que j'ai ma patte, quoi. Et même dans l'accompagnement de mes clients, déjà quand j'étais chargé d'accompagnement, enfin particulier ou patrimoine, je parlais d'accompagnement déjà. En fait, j'accompagnais les gens dans leur vie, quoi. En fait, parce que la thune, je suis désolé, mais ça compte beaucoup. Et en fait, je les accompagnais dans leur vie avec les projets court terme, moyen terme, long terme, etc. Et je les conseillais, etc. Donc déjà, l'accompagnement était important pour moi. Mais la créativité, je l'ai étouffée. Ouais. Je l'ai un peu développé, enfin pas développé, mais elle m'a servi pour ce côté-là, côté directeur artistique. Ok. Et jusqu'au jour de la crise de la trentaine, avant crise de la trentaine. Comment ça s'est matérialisé, cette crise de la trentaine? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un pote à l'époque, Terence, à qui je dois beaucoup, qui me parlait de Séoul tout le temps. Il avait fait son stage chez Vice à Séoul. Et il me saoulait avec Séoul. Et du coup, il m'a mis dedans, dans la gastro, dans la K-pop, etc. Et je trouvais ça hyper fun. Et à 29 ans, un jour, j'étais au bureau. Et du coup, je décide de prendre un billet d'avion aller-retour pour Séoul. Et je me barque un jour. Et je rentre chez moi et mon ex me dit bah cool, on va à Séoul. Je fais non, je vais à Séoul. Et je suis parti, c'était mon premier voyage seul. On avait pas mal voyagé, on voyageait pas mal partout dans le monde. Et on n'avait jamais fait l'Asie et seul. Donc je suis parti à Séoul 15 jours tout seul. Ouais. Et c'était incroyable, et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait découvrir le monde déjà, me dire que déjà quand tu manges seul, tu peux tout faire seul. Donc moi déjeuner seul, j'avais déjà fait avant de partir en voyage, et je savais qu'en fait en voyage je serais jamais seul. Et en effet, en fait, j'ai jamais été seul. Je suis arrivé à Séoul, déjà j'étais perdu parce que l'alphabet, voilà. Et je rencontre un mec qui était hyper stylé dans la rue et je lui dis ouais, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et aujourd'hui, ce mec-là, c'est mon frère de cœur, quoi. Et lui et sa femme, on est hyper potes et ils m'ont accompagné, ils m'ont fait découvrir tout Séoul.
Et maintenant, j'y suis retourné 3 fois. Je suis un amoureux ouf de Séoul. Et ça m'a ouvert l'esprit. Et du coup, la crise de la trentaine a été plus douce, même si j'ai tout quitté. Donc toi, les rencontres, ça a été vraiment un... C'est tout. Les gens, c'est la vie. Et donc, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense à l'opposé, enfin en lien avec ça, une réelle problématique en 2024 chez les jeunes, c'est la solitude. On le voit sur les stats et sur les sondages qui sont faits. Je crois que c'est un problème qui est largement mesuré comme de plus en plus fréquent et qui atteint beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que toi, t'as mis en place concrètement, si ce n'est le voyage, comme tu dis, où tu t'es lancé un peu, jeté dans le vide, pour justement surmonter cette phase un peu où tu te sens seul et tu sais pas trop où tu vas parce que tu fais pas les bonnes rencontres. Comment t'as fait pour la surmonter, cette phase-là ? Est-ce que tu l'as connue déjà ? Ouais, oui, parce que en fait, se mettre en danger, déjà, tu te mets en danger. Quand tu sors de ta zone de confort, ouais. Tu te mets en danger. Après, à une échelle plus ou moindre, tu vois. Mais je pense que c'est important aussi de se faire accompagner, tu vois, peu importe comment, un thérapeute ou autre chose, parce que les bases, elles sont pas forcément solides. Enfin, déjà, on n'est pas tous à la même échelle, tu vois. Pour ça, on n'est pas égaux là-dessus. Donc déjà, avoir une base solide, c'est cool. Et pour ça, en fait, il existe plein de possibilités. Et d'avoir cette démarche-là de faire appel à quelqu'un pour t'accompagner, à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Mais ça existe des gens qui sont là pour accompagner, pour sortir de la solitude. Non, mais pour accepter que la solitude, c'est pas grave et c'est pas le problème. Ouais. C'est peut-être sortir de ta zone de confort, c'est ça qui est le plus important. Parce que la solitude, en fait, tu sors dans la rue, tu vas pouvoir rencontrer des gens. Mais déjà, il faut avoir cette démarche d'aller rencontrer des gens. Et d'avoir cette démarche de ne plus être seul, peut-être. Donc se faire accompagner, il y a plein de moyens de se faire accompagner, ça peut être du sport, il y a plein de moyens aujourd'hui de sortir de cette solitude ou alors d'être moins apeuré. Je sais pas, je suis pas spécialiste là-dedans. Et d'être ok aussi que être seul, c'est parfois très cool. Hein. Ouais. Mais après, comprendre que les livres, Internet, c'est top, mais les rencontres, les gens, c'est 1000 fois mieux. Enfin, moi, je sais que grâce aux gens, que ce soit des étudiants qui ont 17, 18, 19, 20 ans, ou alors des grands-parents, enfin, peu importe l'âge, la classe sociale, etc., tout le monde t'apporte quelque chose. Mais en fait, selon moi, le réel fléau, c'est pas forcément que les gens ils restent seuls, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans cette période de solitude. Et en fait, est-ce que selon toi, plutôt que de dire aux gens d'arrêter d'être seuls, d'aller faire plus de rencontres, est-ce qu'il faudrait plus mettre en place des choses pour qu'ils se rencontrent d'eux-mêmes ? Parce que dire, en réalité, ça ne crée jamais de déclic. Il faut que les gens le ressentent. Alors comment ? Non, c'est comme tu es triste, arrête. Ouais. Comment est-ce que dans l'éducation, dans le développement d'un jeune, tout simplement, comment est-ce qu'on peut implémenter cette chose-là de l'importance d'avoir des relations sociales importantes ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que selon toi, on a des choses qui sont mises en place ou justement c'est un peu à l'abandon ça ? Je pense qu'après, on est tous différents, tu vois, on est tous différents et notre batterie sociale, elle est vraiment différente. Ouais. Moi, je pense que j'ai une endurance pas mal de cette batterie. Enfin, cette batterie est très endurante. D'autres, elle est vraiment, enfin, c'est des petites batteries. Donc, comment Je suis une petite batterie. T'es une petite batterie. Pour le coup, on va pouvoir un peu débattre parce que c'est vrai que on a un point de vue différent là-dessus. Mais vas-y, je te laisse finir. De dire aux gens de faire ça, c'est pas la bonne méthode. Enfin, c'est comme plein de choses. De dire aux gens, pour l'écologie, il faut faire ça, ça, ça et ça. Pour moi, c'est pas la bonne méthode. Ouais. Il faut accompagner les gens. Les accompagner, c'est peut-être leur montrer, leur faire des retours d'expérience, leur donner envie. En fait, c'est leur donner envie. C'est leur raconter une histoire. Et si ça prend pas, c'est pas grave. Faut juste, au bout d'un moment, faut juste être bien dans tes bottes. Et pour être bien dans tes bottes, déjà, c'est régler, avoir le bon terreau. Ce terreau qui soit sain, et il n'y a que toi qui peux le rendre sain. Après, d'écouter des gens bienveillants, en fait, faut juste être ouvert d'esprit. Soyez ouvert d'esprit. L'ouverture d'esprit, elle n'a jamais tué personne, quoi. Surtout quand tu as un terreau qui est hyper sain, etc. En fait, ça va. Donc, être ouvert d'esprit, être à l'écoute. Et après, c'est toi qui fais ton chemin. Est-ce que tu penses pas aussi En fait, mon chemin, il est différent. Enfin, tout le monde
C'est tout. Enfin, Enfin, cut. est-ce que Jean-Michel, pas de chute. est-ce que tu penses pas aussi que pardon pour le micro, finalement plus les générations évoluent, plus peut-être les gens se plaisent dans leur petit cocon, parce que on dit souvent ouais les gens sont de plus en plus seuls, etc. Est-ce que ce serait pas finalement qu'ils se sentent mieux comme ça? L'important, c'est qu'ils soient bien dans leur botte. Hein. Ouais. Moi, j'adore créer des gangs. Enfin, les gangs, tu vois, sur Slack, il est marqué Damien, chef de gang pour notre groupe d'étudiants entrepreneurs. Ouais. C'est pas pour rien. Enfin, je sais que voilà, j'étais à la bonne école. The Family m'a beaucoup appris sur cette communauté. Alors, je suis pas communautaire, c'est ça qui est bizarre, qui est un peu antinomique. C'est que je suis pas communautaire, mais en fait, de créer un gang, pour moi, c'est bienveillant. Enfin, un gang, c'est plus un groupe de personnes qui va s'entraider, qui va s'entraider, qui va s'élever ensemble. Quand ça va pas, quand ça va, fêter les petites victoires, les petits échecs, se rassurer là-dessus. Et c'est plutôt ça, plutôt que d'être dans l'entre-soi. Et je sais plus où je voulais en venir. Génial. Bah c'est quand même une pertinence que tu viens de nous raconter. J'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. Non, mais en tout cas, pour revenir sur la distinction entre nous deux, c'est que personnellement, moi, si je dis que est-ce que les gens seraient pas mieux dans leur petit cocon, c'est que moi, je ressens que peut-être j'ai besoin un petit peu de social, mais à très petite échelle. C'est-à-dire, il me faut mes 10 heures de solo pour aller 1 heure de social et après, tu me laisses tranquille. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ils préfèrent largement être constamment avec des gens. Et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de doser entre est-ce que c'est quelqu'un de seul ou est-ce que c'est quelqu'un qui est seul par volonté parce que finalement il n'a pas envie d'aller voir trop les gens. Et donc, ouais, est-ce que selon toi il faut faire une distinction entre les introvertis et les extravertis ou pour toi le fait d'avoir des relations sociales c'est quand même universel et tout le monde serait plus heureux s'ils en avaient plus? Tout le monde serait plus... Alors, il y aurait moins d'extrêmes si tout le monde se parlait. Tu vois, j'ai fait un truc bateau, tu vois, très à la Miss France. mais en vrai, alors moi je m'épuise beaucoup dans les relations, mais parce que j'adore ça. En fait, je vais jusqu'au bord de l'épuisement de ma batterie sociale. Je tire le truc à fond, et après je vais prendre 2 jours, tu vois. C'est comme ma famille. Tu vois, j'allais les voir à fond pendant 5 jours, et après je leur dis ciao, vous me voyez plus pendant 3 semaines. Mais c'est un deal, hein, c'est ok. En fait, le contrat de confiance, il est ok, tu vois. Même eux, ils en rigolent. Ah ça y est, on a vu Damien pendant 5 jours. On va plus le voir pendant 3 semaines, tu vois. Parce que c'est hyper énergivore une famille. Ouais. Mais en même temps, chaque moment que je le vis comme un truc qui va être incroyable. Enfin, j'essaye. Pourquoi je fais ça, j'en ai aucune idée. Après, je suis assez utopique et perché, comme dirait maman. Mais j'essaye de vivre tout. Je sais pas, même je me rappelle, il y a mon ex qui me disait, quand on allait faire les courses, j'essayais que même le moment où on allait faire des courses, ça soit un truc incroyable. Qu'on fasse des blagues, machin, etc. et qu'on ressorte avec des souvenirs. Et en fait, chaque moment que je veux vivre avec les gens, je le vis comme ça. En fait, tu vois, ce podcast-là, je t'en ai parlé, mais tu sais, j'essaie de vraiment de créer à chaque fois un bon souvenir, un bon truc. C'est pas pour que la personne se rappelle de moi, c'est juste qu'en fait, du coup, ta vie, elle est pleine de bons petits moments et c'est trop cool. Parce qu'en fait, des mauvais moments, tu vas en avoir grave, tu vois. Donc essaye d'avoir ces petites victoires, ces petits trucs un peu sympas. Et ça se fait avec les gens. Alors tu peux le faire tout seul aussi, hein. Tu peux te gaver parce que t'as fait un beau dessin, parce que t'as lu un beau livre, t'as pas ça. J'adore, moi je me régale avec, je me fais des bons plats, tu vois, pour moi, etc. Et c'est les gens qui me permettent de faire ça parce que je passe des bons moments, grave de bons moments avec les gens. Et du coup, j'aime bien aussi passer des petits moments avec moi. Je les passe jamais tout seul, je les passe avec moi-même, tu vois. Mais je vais jusqu'au bout de ma batterie sociale. Enfin, j'aime trop les gens. Et je suis hyper... j'aime ça. J'aime parler aux gens parce que y a ce côté aussi un peu égoïste que tu vois vers la trentaine qui arrive. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils vont t'apporter. Alors, c'est égoïste, oui et non. Parce que tu vas leur apporter aussi beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. Dans la pyramide de Maslow, tu vois, il y a ce truc de donner, tu vois. Ouais. Mais je pense que voilà, ils ont plein de gens, ils ont des trucs à m'apporter. Ou alors même m'ouvrir l'esprit sur un truc. Par exemple, je vais pas savoir un truc, je vais pas aller
bouffer Wikipédia juste parce que je sais pas. C'est juste parce que je me dis ah bah attends, je vais aller voir ça. Et en fait, ce Wikipédia, c'est horrible pour ça, mais tu sautes de page en page parce qu'il y a un truc qui t'intéresse. Ah ouais, il y a ça, et puis. Ouais. Et du coup, t'arrives en 1500. Ça s'en finit pas. C'est ça. Il y a un super jeu comme ça à faire où tu pars d'un mot, tu pars de arbre et tu finis à. Ouais, je sais. C'est marrant ça. J'aimerais savoir si toi, t'es d'accord pour dire que depuis les dernières années, je dirais depuis 4-5 ans là, surtout en 2023-2024, on sent vraiment, en tout cas moi je le sens, qu'il y a un nouveau mouvement autour de l'entrepreneuriat, en tout cas en France. On le voit par exemple avec l'émission télé Qui veut être mon associé. On le voit avec des choses qui sont mises en place dans des écoles d'ingénieurs comme Pépite par exemple. Toi, est-ce que tu ressens aussi ce mouvement ? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître ? Comment est-ce que tu le vois ça ? Ça fait quelques années qu'on l'a vu. Alors l'entrepreneuriat, ça existe depuis toujours. Hein. Oui, bien sûr. Depuis les chasseurs-cueilleurs, tu vois. Ouais. Vraiment, on peut remonter, tu vois. Mais l'entrepreneuriat, ça a toujours existé. Il y a eu cet élan avec la Startup Nation qui m'a moi apporté beaucoup, mais aussi dégoûté. En fait, ça tu sais, quand t'es trop extrémiste, tu te gaves beaucoup de ça, mais en même temps, c'est tellement, on a été, le mot startup a été galvaudé par tout ça, par tout cet anglicisme, etc. Mais en même temps, ça a été vachement bénéfique pour tout, pour les gens. Et donc en fait, je pense avec ce mouvement Startup Nation d'il y a bien 15 ans, l'entrepreneuriat, enfin, on a redoré un petit peu le blason de l'entrepreneuriat, enfin, ça est redevenu vraiment un vrai mot. Les écoles aussi. Les écoles ont voulu maintenant mettre ça dans les maquettes pédagogiques, sauf qu'avant c'était beaucoup de coquilles vides. Hein. Enfin, moi j'ai fait beaucoup d'écoles où on est voir. C'était quoi avant ? C'était en fait, on va parler d'entrepreneuriat, puis il y avait un cours sur modèle économique, ça s'arrêtait là, tu vois. Ouais. Mais en fait, l'entrepreneuriat, tout passe par la culturation. Pour moi, c'est quelque chose qui est archi important, et dans les cours que je donne à l'IUT à Tours, et bientôt à l'INSA, tout passe par la culturation. Je sais pas, j'ai un workshop que je fais sur LinkedIn, je vais te raconter toute l'histoire de LinkedIn, même avant. Et je vais te replacer LinkedIn dans une frise chronologique, et tu vas dire, LinkedIn avant Facebook, machin, que ça. Et en fait, je vais t'expliquer tout ça. Pourquoi ? Tout passe par la culturation. C'est hyper important. Parce que ce serait pas un peu gaver les gens avant même qu'ils commencent, s'ils doivent te connaître sur LinkedIn avant de se lancer sur LinkedIn ? En fait, raconte une histoire. Après, tout le monde peut la raconter, mais moi, je pense que je la raconte différemment. Okay. Et je vais pas te gaver pendant 10 minutes. Hein. C'est juste, en fait, je vais te faire ça, je vais te remettre ça dans le contexte, ça va durer peut-être 2-3 minutes. Et juste, la culturation, c'est hyper important. Et l'entrepreneuriat, de comprendre pourquoi l'entrepreneuriat, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs ? Parce que c'est une fame. Parce que y a beaucoup de trends sur Insta qui disent que tu vas aller de 0 à 100K en un mois. Parce qu'on a des ressources incroyables, et merci The Family, même si aujourd'hui, The Face a été vraiment... Ils ont été à la jeunesse de beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, d'échecs, de réussites, de tout. D'ailleurs, ça a inspiré le monde entier, je pense. Merci, voilà. Merci parce qu'ils m'ont beaucoup appris, et la bienveillance des gens de Alice ou de Oussama à l'époque, c'était incroyable de pouvoir travailler avec eux et qui nous a enseigné autant aussi. Mais voilà, toutes les ressources qu'ils ont mis en ligne, etc., gratuites, c'est énorme et ça te donne envie. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Parce qu'aujourd'hui, résoudre des problèmes, parce que pour moi c'est l'entrepreneuriat que j'aime, c'est celui qui résout des problèmes ou celui qui a un enjeu environnemental ou un enjeu sociétal. Les 17 goals de l'ONU, combattre la pauvreté, etc., pour moi c'est important. Et on peut entreprendre avec ces objectifs-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, soit l'État, soit les choses ne vont pas assez vite et qu'il y a des urgences climatiques, sociétales ou autres. Et en fait, il y a des gens qui sont énervés. Il y a des vrais énervés sur le sujet. Et quand c'est viscéral, je pense que ça fait des belles boîtes. En tout cas, avec une belle exécution, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de gens énervés. Et c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de gens énervés. Pas pour entreprendre plus, mais juste parce que, en fait, les problèmes, on les règle et on essaye de les régler. Et on essaye de les régler, certes, parfois, c'est pour faire de l'argent. Et il n'y a pas de mal à faire de l'argent. Mais parfois, c'est vraiment pour régler des problèmes et faire en sorte que
les gens aillent mieux, que la vie soit plus belle, que les gens passent plus de temps en famille, donc en fait tous les trucs, les problèmes du quotidien, en fait on essaie de les simplifier. Et puis parce que, après on va partir sur un autre débat, parce que en fait les années, je sais pas, 70, 80, 90 ont rendu la France moche avec toutes ces périphéries, etc. Et aujourd'hui on en revient. Et du coup, en fait, pour revenir à ça, on est obligé de... En fait, ça causait des graves problèmes écologiques. Il n'y a pas que ça, mais ça, d'aller faire ses courses en voiture, en périphérie, machin, etc. Et donc aujourd'hui, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais gens, il y a des gens qui veulent vraiment arrêter tout ça. Et le problème, c'est qu'ils sont incapables sans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que... Ah oui. Donc en fait, les gens entreprennent. En fait, même dans des causes écologiques ou même des associations. En fait, tout le monde peut entreprendre une association, une fondation, juste un projet. En fait, c'est de l'entrepreneuriat. C'est d'avoir un objectif et d'aller jusqu'au bout de cet objectif-là. Et en fait, tous ces gens qui sont un peu énervés parce que parfois on est obligé de passer par la colère pour résoudre des problèmes. En tout cas, on le voit aujourd'hui et je suis assez d'accord avec ça. Fait que de plus en plus de gens entreprennent. Et on peut le faire de manière éthique. Et ça ne veut pas dire qu'on est un gros capitaliste. Et ça ne veut pas dire que... Pas du tout. Il y a plusieurs entrepreneuriats. Mais il y a pour moi une méthodologie qui reste la même pour tout, quoi. Et ouais, voilà. Et puis après, les écoles donnent de plus en plus les moyens aussi d'apprendre ça. Je pense qu'après l'école, en gros, tu ne seras pas que salarié. Avant, c'était ça. Ouais. Tu es exécutant, tu seras exécutant. Ouais. Aujourd'hui, t'es plus obligé d'être exécutant, tu peux juste prendre les choses en main. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance aussi. Et quand t'es free, t'es entrepreneur. Ouais. Tu vas chercher tes clients, tu fais ta compta, tu fais ton modèle éco, tu fixes tes prix, tu fais ta com. Donc t'es entrepreneur. Et aujourd'hui, t'es pas que exécutant, tu peux aussi être freelance, tu peux être chef d'entreprise, tu peux décider de reprendre une entreprise. Et ça, c'est à l'école, parce que les parents, ils peuvent pas éduquer partout sur tous les sujets, tous les terrains. C'est à l'école quand même de donner tous les moyens de sortir de là et de dire ok, bon en fait je peux faire ça, ça, ça et ça. Ou alors je peux me barrer à l'autre bout du monde et... Mais le truc c'est que, donc t'as vu qu'il y a l'émission Qui veut être mon associé qui a pris beaucoup d'ampleur et qui a montré une nouvelle voie donc, de l'entrepreneuriat en France. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un problème entre la communication qu'on fait de l'entrepreneuriat et la vitesse à laquelle les écoles elles évoluent pour encadrer ça? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que finalement un jeune qui regarde Qui veut être mon associé, qui a finalement un peu le rêve d'entreprendre, est-ce qu'il peut réussir à combiner clairement école et entrepreneuriat, sachant que peut-être que les écoles elles sont pas encore assez évoluées pour encadrer ces jeunes qui ont envie de créer une start-up. Comment est-ce que, selon toi, à quel niveau est-ce qu'on en est dans l'éducation par rapport à l'entrepreneuriat vis-à-vis de toute la communication qu'on en fait sur les médias, etc. Ça va dans le bon sens. Après c'est... chaque école est différente, que ce soit public et privé. Alors dans le privé, c'est pas parce qu'on est dans le privé que la bulle, l'entrepreneuriat est mieux géré. C'est parce qu'il y a un incubateur que c'est mieux, tu vois. Ouais. Qu'on est mieux accompagné, etc. Que ton emploi du temps est aménagé. En fait, c'est vraiment les personnes qui accompagnent, qui vont pouvoir, qui font ce que c'est l'entrepreneuriat. Nous, on a de la chance à l'INSA, c'est qu'en fait, on a des personnes qui nous font confiance en entrepreneuriat, où on peut prendre des décisions, on peut essayer d'aménager un peu les emplois du temps sont aménagés. Les jeudis après-midi, il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours pour plein de raisons, mais il n'y a aussi pas cours pour cette possibilité d'entreprendre. AlgoSup, tu vois, parce qu'on accompagne des étudiants d'AlgoSup. J'accompagne en tout cas 2 étudiants d'AlgoSup, école d'Éric Larchevêque, qui va être mon associé. Et ils ont cette chance d'avoir un emploi du temps qui est très aménagé, où ils vont prendre en charge aussi tous les déplacements en France pour aller à un événement pépite, venir à Blois pour des événements que j'organise, etc. Ils essayent en tout cas de rattraper, on a un wagon peut-être de retard, mais ils essayent de se mettre à la même vitesse, avec des contraintes quand même qui sont une maquette pédagogique quand même qui est qui est pleine aujourd'hui, avec un nombre d'heures mais est-ce que tu penses énorme. Pas que le cœur du problème il vient pas du fait qu'on rajoute on ne rajoute pas assez de sessions entrepreneuriales, etc. Il vient peut-être du problème aussi que c'est le cœur de la maquette pédagogique
qui est peut-être à revoir. C'est vrai que il a pas trop bougé depuis plusieurs dizaines d'années parce que voilà, avant on promouvoyait moins l'entrepreneuriat, plus le salariat. Ouais. Est-ce que finalement c'est pas le cœur, parce que honnêtement là un jeune clairement qui est à l'école, qui est en école d'ingénieur par exemple, et qui a un projet d'entrepreneuriat, il voit aucune cohérence entre ses matières et son projet. Donc est-ce que finalement ce serait pas le cœur de la maquette pédagogique qu'il faudrait pas modifier? Bah, la maquette aujourd'hui, elle enseigne l'entrepreneuriat. Est-ce que, par contre, l'entrepreneuriat ne devrait pas être une option au même titre que Meca, ACAD, etc. Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, dans les écoles de commerce, alors non, je suis pas pro école de commerce, ça c'est clair, mais dans les écoles de commerce, de communication aussi, ils ont cette option entrepreneuriat. Est-ce que du coup, ça serait pas une option où à part entière, même si aujourd'hui on a des vrais projets, hein. Enfin je suis désolé, mais en 3A ou en 5A aujourd'hui à l'INSA, ça a bien évolué, ouais. On est avec Lucie Baudou, Hervé Duclos et tout ça, on fait des super belles choses. Ouais. Aujourd'hui ils ont un projet qui s'étale sur 6 mois où on va les accompagner de la créativité. Alors vraiment, du coup moi je vais enseigner là-dessus sur cette séquence un peu de créativité pour aller jusqu'à l'idéation et du coup la création de la boîte. Et en fait ce projet fictif, après déjà il y a un concours où on donne des prix, qui est de l'argent, hein, à l'INSA. On a des thématiques, enfin, voilà, on fait des concours de pitch, des concours de vidéo pour élire pas les meilleurs, mais les meilleurs dans leur catégorie en tout cas. À la suite de ça, ils peuvent faire ce projet-là, le transformer et le présenter devant Créa Campus, qui est un prix régional. Et après, cette possibilité de devenir vraiment entrepreneur avec Pépite. Donc, l'INSA aujourd'hui donne les moyens, hein, je trouve. Okay. Ils vont chercher des gens un peu tarés comme moi. Dis coucou à Cécile Prévost qui a eu l'audace de m'embaucher parce que c'est pas. Enfin, j'ai un avis très arrêté, j'ai aussi plein d'envie et plein d'idées. Ouais. Et il me donne aussi l'opportunité aujourd'hui de les mettre en place. Ça prend un peu de temps, mais à partir de la rentrée, là, on va faire des choses quand même qui sont très rythmées avec les étudiants entrepreneurs, où je vais les faire sortir de la zone de confort, je vais les faire pitcher devant plein de personnes. Ils vont aller voir comment ça se passe dans les entreprises. On va faire des bootcamps. Avec des industriels, parce que l'industriel c'est un entrepreneur, enfin c'est un chef d'entreprise, mais à la base c'est un entrepreneur. Et en fait, on a quand même l'opportunité aujourd'hui et gratuitement. Enfin, on parlait tout à l'heure de la valeur, mais même si c'est gratuit, cet accompagnement dans les écoles, il a une énorme valeur. Il a une énorme valeur ajoutée. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, ça pourrait être une option qui est vraiment valorisée. En fait, le problème, c'est pas la maquette, c'est la valorisation de ce qu'on fait à côté de l'école. Okay. Donc moi, je suis considéré comme du plus. Je fais pas partie de la maquette pédagogique. Aujourd'hui, être étudiant entrepreneur, c'est un statut, mais ça fait pas partie de la maquette. C'est un bonus. C'est un bonus. Ouais. Comment on peut valoriser ça ? Comment on peut le valoriser ? On peut le valoriser sur un CV. C'est très valorisant sur un CV. Mais comment on peut le valoriser autrement aussi ? Peut-être, je sais pas, dans la note générale. Parce que moi, je trouve que c'est autant qu'une association, diriger une association étudiante ou un B2, etc. Les compétences sont tellement énormes. C'est tellement énorme ce qu'on va t'apprendre, autant sur le savoir-être que sur des compétences douces, que ça mérite d'être valorisé en tout cas. Mais je trouve que, en tout cas, l'INSA fait des choses. Ouais. Et aujourd'hui même, l'entrepreneuriat est mis en avant sur les classements des écoles. C'est quelque chose qui est important. Ok. Donc, il y a du mieux. Hein. Est-ce qu'on va faire augmenter le classement avec ce podcast, Damien ? Oh, purée. Moi, je dis, on peut se tenter. Hein. On peut se tenter. On peut gagner peut-être quelques points là. On peut tenter. Ouais, moi, je vise l'excellence, tu vois. Ouais. Moi, depuis toujours. tout petit. Hein. Ouais. Aujourd'hui, imaginons, je suis un étudiant en première année à l'INSA. Ouais. On va prendre l'exemple de l'INSA, ça pourrait être n'importe quelle école d'ingénieur, mais on va prendre l'exemple de l'INSA. Et justement, je suis venu là parce que j'ai toujours eu des bonnes notes en maths, en sciences. J'ai été intéressé par le génie mécanique, on va dire. Okay. Donc je suis venu à l'INSA. Et j'ai développé, quand je suis arrivé, une envie d'entreprendre, peut-être de créer un projet autour du génie mécanique, une start-up, quelque chose de novateur. J'ai une idée, j'ai envie de la matérialiser. Là, concrètement, si je regarde mon emploi du temps, j'ai le lundi, j'ai maths, j'ai anglais, j'ai tout ça. Quand est-ce que je développe mon projet ? Comment ça se passe ? Alors, à l'INSA, en tout cas, le jeudi après-midi, c'est un temps qui n'est pas travaillé. Ok.
sauf quand tu es alternant, enfin quand tu es apprenti. Mais sinon, c'est un temps qui n'est pas travaillé. Donc en fait, ce temps-là, le jeudi après-midi, il est censé être utilisé pour monter des assos, être bénévole, faire du sport, être étudiant entrepreneur. Voilà, ce jeudi après-midi, il est censé être utilisé pour ça. Après, en tout cas, quand tu es étudiant pépite, et ça va dans la France entière, tes absences sont excusées pour tous les événements pépites qu'on organise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pépite, on organise à peu près un événement par mois, régional ou local, ou alors des afterworks, etc. Bon, les afterworks, c'est après le temps de travail, bien évidemment. Mais sinon, tout ça, en fait, on t'excuse de ton absence. Après, à toi, c'est pas évident aussi de rattraper les cours. Ouais. Ça, c'est une gestion, quoi. Donc ça, déjà, c'est quand même deux choses qui sont pas mal. Moi, je suis là tard. Moi, je suis là jusqu'à 19h le soir. Enfin, tard. Je suis là jusqu'à 19h. Pourquoi ? Parce que on a vu aussi avec mes responsables, et on a vu que les étudiants, ils sont pris de 8h à 17-18h. Ouais. Donc, voire plus. Voire plus. Ouais. Mais moi, quand est-ce que je peux les voir ? Je peux les voir après, parce qu'en fait, moi, je suis là. Donc aussi, c'est l'emploi du temps des gens qui accompagnent qui doit être... Alors, je suis célibataire sans enfant. J'ai que mon chat Hippolyte. Hein. Moi, j'ai une vie sociale, hein, je vous rassure. Mais ça me permet aussi de finir plus tard. Ouais. Et parce que je suis un passionné, j'adore ce que je fais. Aussi, ça m'aide. Donc voilà, finir plus tard, c'est aussi... Il n'y a pas que les emplois du temps des étudiants, il y a aussi les emplois du temps de ceux qui accompagnent. Forcément, moi, d'être dispo de 17 à 19, voire plus... ça me permet de voir et d'avoir des étudiants, mais vraiment parfois toute la semaine, qui viennent te voir parce que leur identité visuelle, parce que leur site internet, parce que leur modèle économique, il y a un truc qui déconne, pour plein de choses. Et du coup, parfois, mon agenda, il est full le soir, quoi. Ouais. Et puis après, beaucoup de choses se font en after work. Le réseau, en tout cas, il se fait en after work. Souvent. La bière, c'est important. Tu me cutteras parce qu'on n'a pas le droit. La culture de la fête, en tout cas, l'after work, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que c'est l'après-travail. Ça permet déjà à des salariés de venir à des événements professionnels, d'entrepreneurs, pour voir comment ça se passe. Ça permet aux étudiants de venir. Ça permet à tout le monde de venir, quoi. Et beaucoup de choses se font en after work. Et nous, on en fait pas mal, en tout cas. Donc, il y a ça. Et après... c'est du temps perso, mais ce temps perso que tu mets dans ta boîte, un jour il sera valorisé autrement. Tu vois, aujourd'hui, faut pas que ce soit c'est pas du temps perdu. C'est l'investissement. C'est de l'investissement. Et en fait, tu peux investir dans du zéro. C'est pas du zéro. C'est pour toi, pour le moment, c'est rien. Mais en fait, c'est du temps homme, et du temps homme, il sera valorisé un jour. Donc, c'est de l'investissement. Tu poses des briques et puis même, l'échec, c'est un investissement. T'investis. C'est pas grave d'échouer. Ta première boîte, dans tous les cas. C'est pas dans tout cas, mais il y a de grandes chances que tu l'échoues, et c'est pas grave. En fait, c'est des compétences acquises tout le temps. Je dis toujours que la victoire, il n'y a pas de belle victoire savoureuse sans avoir fait des échecs avant. C'est justement parce que on pense toujours, les gens mettent toujours en avant la victoire. Mais en fait, ce qui ne voit pas, c'est que les victoires de ceux qui ont les victoires les plus belles des plus grands athlètes de haut niveau, peu importe, des plus grands entrepreneurs, c'est parce que justement avant il y a une série d'échecs, et c'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il n'y a pas assez cette éducation autour de l'échec. En fait, on voit ça, notamment en France, où c'est très américain, la culture de l'échec. Hein. Ouais, en France en tout cas, je le ressens particulièrement, où on pointe du doigt un peu ceux qui échouent, et c'est pour ça que les gens n'osent pas forcément se lancer dans quelque chose parce qu'ils ont peur d'échouer, alors qu'en fait, c'est leur destin inévitable. Quand tu commences, tu échoues. Donc, toi, est-ce que tu as envie justement aussi, avec Pépite, de montrer aux gens que de valoriser l'échec, en fait, tout simplement ? Alors, valoriser l'échec, prendre le temps aussi, parce qu'en fait, c'est hyper angoissant de dire, par exemple, tu as 1 an pour réussir. Tu vois, chaque année, tu as 1 an, même pas, tu as 10 mois pour réussir. Donc, déjà, ça, c'est hyper angoissant. Donc déjà, pour prendre le temps, c'est cool. Même moi, en fait, je suis un peu papa poule sur les bords. C'est-à-dire que j'aimerais que ceux que j'accompagne parfois n'échouent pas sur certains trucs. Mais maintenant aussi, j'accepte que, allez, vas-y, va échouer. Et par contre, je serai là pour t'aider après. Et aussi, on apprend à prendre le temps. C'est vrai qu'au début, dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans les startups, c'est très on va vite.
vite ton logo, tu le fais vite, ton identité, c'est tout. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas en allant vite que tu peux acquérir ces compétences-là. Par exemple, développer du goût, développer en fait une appétence pour le graphisme, pour la communication, le marketing. Et du coup, en fait, maintenant, je sais qu'on prend le temps. On prend vachement le temps. Je sais que j'ai Alex qui est en 3e année. En fait, son logo, je trouvais que ça allait pas assez vite. En fait, c'est qu'il prenait du plaisir à faire ça. Et du coup, il a commencé à acheter la suite Adobe, etc., Ouais. etc. Et en fait, il a commencé à kiffer. Et du coup, j'ai dit, putain, là, en fait, il faut qu'on prenne le temps de faire ça. Et maintenant, on prend le temps. Donc, prendre le temps, si c'est moins angoissant, et puis dire, on va réussir ou pas. Puis, enfin, oui, aujourd'hui, l'échec redoubler, c'est un échec déjà. Bon, pas du tout, c'est pas un échec. En tout cas, c'est vu comme un échec. C'est vu comme un échec. Comment valoriser l'échec ? Ben, je sais pas comment on pourrait le valoriser, peut-être en dédramatisant ça. Dans tous les cas, on va tous échouer, que ce soit d'un point de vue personnel. C'est comme le divorce aujourd'hui. Aujourd'hui, le divorce, c'est un échec, tu vois. Parce que chaque fin est un échec. La fin est un échec. Pour moi, c'est pas une fin, c'est tu recommences et c'est de l'itération. Ouais. Tu vas recommencer, puis tu vas mieux réussir. Ou alors en évitant certaines erreurs. Et ça, c'est très dans la culture entrepreneuriale. C'est essaye ça, tente. De toute façon, si tu ne tentes pas, tu vas pas voir si tu réussis ou si tu échoues. Si tu échoues, essaye différemment jusqu'à ce que ça réussisse. Ou jusqu'à ce que tu sois bien, jusqu'à ce que tu gagnes de l'argent, peu importe. Et tu vois, même dans l'éducation des gosses, alors je suis pas papa, hein, mais par contre, je suis un très bon tonton et un bon parrain, à 2 reprises. C'est la même chose. Aujourd'hui, je sais pas, tes gosses, ils viennent pas manger à 20h. Comment tu fais pour qu'ils arrivent en temps et en heure, comme toi tu veux, parce que t'as passé une grosse journée, que t'as fait la bouffe, etc. Et t'as 7 jours dans la semaine pour essayer 7 process différents. Ces process, tu les times, tu vois lesquels fonctionnent le mieux, lesquels sont le moins énergivores pour toi, tes enfants, etc. Gueuler, ça sert à rien, mais donc chercher des types. Si ça se trouve, c'est pas la bonne horaire pour manger. Si ça se trouve, 20h, c'est beaucoup trop tôt. Si ça se trouve, c'est pas. Et en fait, d'essayer des choses et de changer tous les jours, du coup, tu vois la meilleure façon de faire. Et puis après, tu prends la meilleure. La meilleure, c'est pas la plus courte, c'est la plus adaptée à tout le monde. Ce qui fait la différence entre l'IA et l'humain, c'est que nous, en fait, on cherche les solutions les plus adaptées à nous, à notre environnement, etc. Donc après, tu trouves la plus adaptée. Et hop, et ça en fait, ça c'est de la culture entrepreneuriale, c'est ce qu'on fait, en tout cas quand on va de 0 à 1. Donc et que ce soit dans la prospection comme dans tout. De toute façon, on le voit dès la tendre enfance, un bébé pour qu'il apprend à marcher, il doit tomber, c'est toujours été comme ça et il faut pas... Ouais, il faut continuer d'être dans cette démarche de se confronter au marché, en fait, de récupérer du feedback. Ok, je fais... Comme on dit dans le milieu startup, un MVP, un minimum viable product, on tente le premier un prototype et on va le mettre devant le public. Peut-être qu'ils vont tous nous dire c'est nul ton truc, mais si tu ne l'avais pas montré, tu ne l'aurais pas su. Donc en fait, il faut récupérer le feedback du marché. Pour moi, c'est hyper important. D'où parler aux gens. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que par exemple en école d'ingénieur, on nous apprend, je dirais à 95% des hard skills. Des compétences dures qu'on appelle en français techniques. Des compétences techniques, à tort ou à raison. Moi je trouve que ça très bien, c'est vrai qu'un ingénieur doit être très technique, mais c'est vrai que par contre pour la partie entrepreneuriat, c'est peut-être un peu léger parce que je sais pas à quel point est-ce que toi t'accordes de l'importance plus aux soft skills dans l'entrepreneuriat qu'aux hard skills. Dans la vie de tous les jours, c'est pas dans l'entrepreneuriat, c'est dans la vie de tous les jours. Je trouve que les compétences douces, c'est archi important. Les compétences techniques, c'est cool. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, en tout cas, moi je trouve, du coup, quand j'ai fait mon changement de voie, j'ai jamais autant appris que grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est pas pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, parce que moi j'en suis convaincu, et c'est devenu une passion. C'est juste qu'en fait, ça m'a tellement appris sur tous les domaines, autant ça m'a remis sur le marketing, la com, le graphisme, etc., que sur la compta, les chiffres, le business, le modèle économique, etc., que sur l'analyse des choses, des gens, parler aux gens, les questionner, avoir un retour, l'analyser,
Fidéliser les gens. Fidéliser les gens, c'est quoi? C'est les écouter, encore une fois, les écouter toujours plus. L'empathie. L'empathie, c'est archi important. Enfin, aujourd'hui, pour moi, un entrepreneur qui n'est pas empathique, ça va être compliqué. Ou alors, il faudra qu'il ait un associé très empathique. Parce que c'est des compétences douces pour moi. C'est des compétences douces parce que c'est pas inné l'empathie, pour certains en tout cas. Tout ça, on peut le développer. Aujourd'hui, je sais pas, par exemple, pour analyser les gens, alors il y a des méthodes qui sont très alambiquées. Le jour, j'étais avec un étudiant, je lui ai dit, bah, écoute, on va s'asseoir, on va regarder les gens. Et puis tu vas me dire, parfois c'était à tort ou à raison, mais d'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie, comment ils s'appellent, leur samedi après-midi, il est fait de quoi, qu'est-ce qu'ils font le samedi après-midi, etc. Et en fait, ça permet de prendre le temps d'analyser les gens. Parfois, c'est complètement à côté de la plaque, mais on s'en fiche, c'est pas ça. C'est de prendre le temps et d'analyser les gens, et d'analyser. Pourquoi est-ce que ça va te permettre d'avoir une autre analyse aussi de tes personas, de connaître mieux les gens. Mais pour ça, il faut aller voir les gens. Ouais, moi qui ai un profil purement ingénieur de base, très hard skill, etc. J'ai une révélation, et ici il y a des futurs ingénieurs qui nous écoutent et qui se sentent un peu, qui correspondent à mon profil. J'ai lu un livre très pertinent que je recommande, qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je recommande, et ça m'a ouvert justement cette porte. Des amis, pas des potes. Comment se faire des potes, comment se faire des amis. Et donc ça m'a ouvert cet esprit de ouais, ok, les soft skills c'est peut-être autant voire plus important que les hard skills. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu penses pas que justement dans les maquettes pédagogiques classiques peut-être on manque un petit peu de soft skills? Comment est-ce qu'on pourrait les implémenter en fait dans c'est compliqué, comme tu disais, les maquettes elles sont pleines quoi. Ouais. Aujourd'hui, donc en fait c'est les activités extrascolaires, on va dire, comme Pépite, enfin entrepreneuriat. C'est là où on va pouvoir aller chercher à développer les compétences douces. Ouais. Peut-être parce qu'il y en a qui vont pas vouloir, mais ces compétences douces sont tellement importantes pour l'entrepreneuriat. Comme je disais, l'empathie, l'écoute, et ça va te servir tout au long de ta vie. Donc aujourd'hui dans les maquettes c'est très compliqué. Le savoir-être, on va l'apprendre par exemple pour tout ce qui est entretien. Parce qu'aujourd'hui dans tout ce qui est entretien d'embauche, etc., du coup, où il y a beaucoup de savoir-être et de compétences douces qui sont mises en avant, là, on va pouvoir l'aborder. On va pouvoir l'aborder dans le management. Et le management, ça, c'est étudié dans toutes les maquettes pédagogiques. École d'ingénieur, enfin, vraiment toutes les écoles. Donc, dans le management, on va pouvoir... parce qu'il n'y a pas un management... Il n'y a pas un management... Il y a plusieurs managements, et pour ça il faut être empathique, il faut écouter les gens, mais il faut pas se laisser bouffer par ça non plus. C'est l'ouverture d'esprit aussi. En fait, c'est toi je sais pas, moi j'adore la psychologie, et je trouve que c'est hyper intéressant, la psychologie ou l'étude, enfin en tout cas le cerveau, le cerveau humain, de lire et de s'ouvrir l'esprit. En fait, l'ouverture d'esprit, parler aux gens. Parfois les gens disent que je suis trop dans le social, enfin je suis un peu trop là-dedans, mais en même temps ça me fait vivre. Ouais, comme tu dis, il y a des gens qui sont beaucoup plus extravertis, qui ont besoin d'aller voir les autres. Merci pour ce partage, Damien. On arrive doucement vers la fin. Non, c'était rapide. Non, on a encore un petit truc qui nous attend. J'aimerais qu'on clôture ce podcast avec un petit jeu, si tu me le permets. Est-ce que, si vous voulez, une partie 2, tapez 2. Non, je ne sais même pas s'il y aura une rubrique commentaire. On ne sait pas où est-ce qu'il sera diffusé. Abonnez-vous à la petite cloche. La petite cloche en tout cas. La petite cloche. Du coup, un petit jeu. Est-ce que ça te va, un petit jeu? Oui, c'est qui le patron? C'est moi le patron. C'est moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser une série de questions. Okay. Et le but, ça va être de répondre au tac au tac. Parce que là, depuis le début, voilà, on a le temps de se justifier, de dire pourquoi est-ce que je pense telle chose. Là, c'était rapide quand même, tu m'as un peu... Ouais, mais là, ça va être plus rapide là. Secoué. Je vais te poser des questions et dans les 3, 4, 5 secondes max, il faut que tu m'aies donné une réponse, quoi, tu vois. Ok. Je vais faire... Fais gaffe parce que je suis hyper... Enfin, genre compète, tu vois. Ouais, t'inquiète. Okay. Ça va être j'ai ma de la compétition. Je peux boire avant? Ouais, tu peux boire. Super. Nickel, on va se boire un petit coup. Coup d'ASMR. On laisse bien sûr ça diffuser, il n'y a aucun souci. Nous on est entre amis ici, en famille. D'ailleurs, je vais faire un petit message à la régie qui est juste derrière la caméra. On va essayer de disposer ma tête et la tête de Damien pour que le jeu, on puisse... des interactions rapides, quoi. Tu sais, voilà. Et je pense qu'on peut remercier Luc Dunant. Oui, j'ai dit la régie, mais c'est Luc bien évidemment. Qui est incroyable. Incroyable. Encore production. Encore production avec un K.
Un K comme quoi là? À toi? K comme? Kaka, le joueur de foot. Kaka, le joueur de foot. Ah, bien Incroyable, Bien incroyable. sûr. Argentine? Et, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je suis pas sûr. Mais peut-être. Dites-nous Est-ce en que- commentaire. Est-ce que Damien, tu es prêt pour le Je jeu? suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt derrière votre écran? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, je ne pense pas. Donc, je vais Tu considérer fais que vraiment oui. présentateur des années 90, c'est horrible. C'est affreux. C'est affreux. Écoute, moi aussi je suis prêt, elles sont devant moi les questions. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Tu as 5 secondes maximum pour répondre à chacune des questions. Quel est le plus grand défi pour un entrepreneur dans l'éducation aujourd'hui? Tu peux donner un mot par exemple. Exécution. Ok. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ah, c'est dur, hein. Ouais. Ouverture d'esprit. Ok. L'enseignement en ligne ou en présentiel? En présentiel. Un soft skill clé pour réussir dans l'entrepreneuriat? J'ai envie de dire l'humanité ou l'empathie. L'erreur la plus courante des startups? Une mauvaise exécution. Un livre incontournable sur l'entrepreneuriat? La 25e heure ou le livre de la jungle. La qualité la plus importante pour un leader? Ah, leader, j'aime pas. Ouais. L'amour des autres. L'amour des autres. Ouais. Le futur de l'éducation en un mot? Incroyable. J'espère, J'y crois, j'espère. j'y crois. Ton, J'y crois. ton exemple dans l'entrepreneuriat? Des femmes. Mon arrière-grand-mère. Ok. Mon arrière-grand-mère. On pourra faire un petit. Ouais, on en reparlera, on en reparlera. Mon arrière-grand-mère. Un pays qui excelle en innovation éducative? Décrier, mais Séoul. Décrier hein, quand même. Séoul. Mm. La méthode d'enseignement la plus efficace selon toi? La pédagogie immersive ou la pédagogie par projet. Ok. Un secteur de l'éducation sous-exploité mais plein de potentiel? Un secteur de l'éducation. L'entrepreneuriat. Bah super, c'est le thème de la vie, c'est Ouais, le thème ça tombe du bien, podcast. mais je trouve aussi. Et si, quelque chose qu'on avait aussi quand on était petit, l'éducation civique. Pour la question d'avant? Non, pour le secteur dans l'éducation. Ah, le secteur. L'éducation civique, je crois qu'on n'en fait plus. C'est vrai. On n'en fait plus. Et on devrait. Ouais, c'était pas mal ça. Ou un truc qui s'appelle culture générale. C'était le moment où on était en détente par contre au collège. Hein. Culture générale, ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Une compétence que les écoles devraient davantage enseigner? L'ouverture au monde. Ouverture au monde. L'impact des technologies IA sur l'éducation, positif ou négatif? La créativité, ça pousse à la créativité, c'est incroyable. Ça pousse à la créativité, à l'ouverture d'esprit. Attends, on en reparlera plus ouais, tard. après, ouais. Ouais. C'est en tout cas très bonne réponse. Le meilleur moyen de financer une start-up? Ne pas aller voir le banquier. La love money. Alors l'argent, pour moi la love money c'est l'argent des proches. C'est le premier cercle. Et après, pour moi c'est les. C'est partout sauf la banque quoi. Tout sauf la banque. Tout sauf Éducation la banque. formelle ou apprentissage autodidacte? Autodidacte, ça va pas assez vite quand c'est formel. Une chose que tu changerais dans le système éducatif actuel? En fait, les gens qui accompagnent dans l'orientation. En fait, on a besoin. Attends, ouais, on a besoin de gens. Tu vas trop vite là. Ouais, ok. Ça, on en reparlera. C'est pas le but du jeu, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, pardon. La qualité essentielle d'un bon enseignant? La remise en question de son enseignement. Enfin, pas de son enseignement, de sa manière d'enseigner peut-être. Remise en question? Remise en question et expertise et purée, l'humour quoi. L'humour. Bah ça tombe bien, c'était la dernière question. Cool. Si on revient du coup sur celle-là, quand tu dis remise en question, c'est-à-dire par rapport à ses compétences, par rapport à la façon dont il Pas enseigne? ses compétences, mais la façon dont tu enseignes. En fait, aujourd'hui, on l'a vu, là on a eu des générations X, Y, Z très rapidement. Ouais. Et en fait, ces générations-là, elles sont mouvantes. C'est des générations qui, comme on l'a dit, elles ont des ressources incroyables sur Internet. Ça va vite, les réseaux sociaux vont vite. À nous, en fait, on peut plus intéresser comme on intéressait les étudiants dans les années 80, 90, 2000, tu vois. Donc en fait,
je suis désolé, mais c'est à nous de chercher des méthodes pédagogiques pour les intéresser. Il y a des gens très très bien, il y a des gens qui le font très très bien, et à l'INSA il y en a aussi beaucoup. Et on se réunit aussi beaucoup pour ça. On a des réunions autour de ça où on donne nos tips. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Moi, je fais qui va être mon associé géant, où en fait, pendant 2 jours, on monte un business plan. Et en fait, sauf que je leur dis pas qu'on monte un business plan. En fait, on fait des petites étapes, machin, des trucs. Ils font de la recherche. Après, on fait des petits. Après, ils font du travail solo. Après, on travaille sur un peu de graphisme, histoire de leur faire changer les idées. Et en fait, ils savent pas où ils vont. Moi, je sais très bien où je vais. Et en fait, ça, on teste. En fait, vous êtes aussi nos cobayes, hein, faut le dire. Mais c'est à nous, en fait, de nous intéresser. C'est comme un patron d'entreprise. Aujourd'hui, tu n'embauches plus de la même manière qu'il y a 20 ans. Avant, le travail était une fin en soi. Aujourd'hui, c'est un moyen d'arriver à financer tes loisirs et à financer ton loyer, etc. Donc aujourd'hui, c'est un moyen. Avant, c'était une fin en soi. Maintenant, c'est un moyen. Donc, c'est exactement la même chose pour moi. Il faut être à l'écoute et il faut lire des livres et il faut les écouter beaucoup. Et c'est pas parce qu'on mange avec eux le midi que... En fait, moi, je mange beaucoup avec les étudiants parce que je trouve ça hyper intéressant, parce que déjà, on aborde plein de sujets. Et c'est aussi un moyen pour moi de voir comment vous fonctionnez, parce qu'on a quelques années de différence, 17 avec toi. Et en fait, ça me permet de voir, même si j'ai des neveux, nièces, et que c'est aussi mes cobayes, mais aussi ça me permet de voir aussi comment vous fonctionnez, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et du coup, ensemble, on peut créer un truc cool, quoi. C'est hyper utopique, hein. Je te rejoins complètement. Je vais revenir sur un point. Tu as dit enseignement en présentiel. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ce point? C'est vrai que moi, je vais peut-être avoir plutôt un avis opposé à celui-ci. Pourquoi l'enseignement en présentiel? C'est pas pour tout le monde. C'est pour moi, en tout cas. En tout cas, moi, alors, j'ai appris l'autre jour que j'arrive à faire passer autant d'émotions en visio quand je fais des workshops, quand j'organise des workshops, que en présentiel. Donc ça, c'est cool. Mais moi, c'est tout ce que j'ai à transmettre, en tout cas, j'aime bien le transmettre en présentiel. Tu penses que les émotions se transmettent mieux quand c'est... Ouais, clairement. C'est des ondes, énergies, en fait. Tout ça. Ouais, ça se transmet mieux. J'aime pas... Alors, moi, par contre, j'aime pas la visio, j'aime pas le distanciel. Coucou hyperactivité aussi, hein. Je suis infernal derrière une caméra, je me vois bouger. En fait, je me vois changer de position 1000 fois. Là, je me suis calé et en fait, je n'ai pas bougé tout à l'heure, pas trop. C'est la mission accomplie là. Ouais, c'est ça. Toi, par contre, laisse tomber. Mais en fait, c'est que je me supporte pas, je me vois bouger à fond derrière une visio. C'est insupportable. En tout cas, de me voir. Et ouais, pareil, je trouve que les émotions passent moins et je suis vachement là-dessus, quoi. Je suis très sur l'humain, etc. Un peu trop, mais je préfère. En tout cas, je préfère. Mais je comprends complètement. Et puis parce qu'on est tous différents, que d'autres préfèrent le distanciel. Et aujourd'hui, il y a des campus connectés, et partout en France, qui permettent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, à Vierzon, à Vierzon, ils l'ont fait, avec l'archevêque. Ils ont fait un campus connecté, le B3, qui permet, toi, t'es vierzonais, t'as pas beaucoup d'écoles autour de toi, hein, parce que Vierzon, c'est en développement. Et tu viens tous les jours à ton campus, et tu peux apprendre, tu peux être en Master 2 à Nice, quoi. Sans avoir à payer un appart à Nice, etc. Et continuer à avoir une scolarité, à avoir une rigueur, à te lever le matin, etc., comme un espèce de coworking, mais en cours, quoi. Et je trouve ça canon, ces campus connectés. C'est pas fait pour moi, mais voilà. Ok. Moi, j'aime bien le délire enseignement en distanciel. Moi qui suis plus introverti que toi. Parce que, en fait, j'ai l'impression, personnellement, moi, j'apprends déjà plus en autodidacte, comme tu le sais. Et justement, le fait d'être en présentiel, derrière, ça dépend. En l'INSA, ça va parce que je suis à 2 minutes à pied, mais au lycée, par exemple, j'avais 45 minutes de bus, 45 minutes aller de bus et 45 minutes de retour. Ça me prenait 1h30 dans la journée. Là aussi, j'étais directement depuis chez moi. J'aurais gagné 1h30 sur le fait de pouvoir approfondir certaines matières, etc. Donc, ça se débat. Est-ce que je pense il faut faire entrer dans la balance l'aspect aussi déplacement, parce que c'est souvent ça les gens la raison pour laquelle les gens ils préfèrent le distanciel, c'est qu'ils n'ont pas à faire le déplacement. Donc il faut que ça rentre dans la balance, mais c'est sûr que si en un claquement de dents on pouvait être en présentiel, je pense que la plupart des gens choisiraient le présentiel. Je veux revenir sur un point. Qu'est-ce qui explique que tu es introverti aujourd'hui? Tu l'expliques ou pas? Ouais, largement. Je peux l'expliquer. C'était trop introspectif, hein, comme non, question. En fait c'est que
par exemple, là, tu vois, je vais faire aujourd'hui, par exemple, je fais une journée où je vais voir beaucoup de gens. Et ben, je sais très bien qu'à la fin de cette journée, bon, peut-être que je tourne des podcasts, etc. aussi, mais je vais être lessivé. Je vais vraiment être extrêmement fatigué et je pourrais sûrement pas renchaîner une deuxième journée où je vois tout le temps des gens. Et moi, je suis de ce côté de la balance où en fait, je dépense ma batterie quand je suis avec des gens, etc. Et je la regagne ensuite quand je suis tout seul chez moi, tranquille. Mais après, effectivement, quand la batterie est pleine, j'ai besoin quand même d'avoir ce côté social et là, je dépense mon énergie. Mais j'ai l'impression que d'autres gens, c'est complètement l'inverse. Quand ils font face trop à la solitude, la batterie elle est vide, il faut la recharger, il faut aller voir des gens. Hop, et après, elle se revide. Et j'ai l'impression qu'il y a... C'est ce que j'appelle extraverti, introverti. Ok. Mais moi, du coup, je me considère Oui, parce plus... que je suis pas enfin, je suis extraverti. Ouais, si, je suis extraverti. Je pense que tu l'es. On dit souvent que je suis un troubadour. Je suis le troubadour de l'INSA. Ça me va. Tu m'as dit la femme qui est ton plus grand exemple dans l'entrepreneuriat, c'est ta grand-mère. Ouais. Ton arrière-grand-mère, pardon. Mon arrière-grand-mère, Ton arrière-grand-mère, qui est décédée à 103 ans. eh ben, est-ce qu'elle a reçu un prix Nobel? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a reçu mon prix Nobel Ton arrière-grand-mère. de l'amour, de tout. En fait, c'était une femme qui était en avance, qui était très innovante dans ce qu'elle faisait. Le premier divorce, 1935, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà, elle a eu 5-6 compagnons. Elle faisait du vélo, elle faisait du vélo en pantalon. Elle avortait les femmes à l'époque. Hein. C'était complètement illégal. Elle a entrepris avec son mari, elle a une pépinière. Enfin voilà. Et en fait, c'est une femme elle a fait plein de choses incroyables. Elle était, je me rappelle pour le mariage pour tous, où elle était pour le mariage pour tous. Enfin, elle était très en avance sur son temps, sur son époque, sur plein de choses. Et en fait, elle a été, moi à chaque fois, je la cite en exemple parce qu'elle elle avait peur de rien. Parce qu'elle est jusqu'au bout de ses idées. Et si un truc qui me correspond bien, c'est que je suis jusqu'au boutiste. Moi, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout de l'expérience utilisateur, tu vois. Quand tu démarres une série, tu l'as fini? Ah ouais, je binge-watch de voilà. ouf. Mais je sais pas, on en parlait tout à l'heure avec le responsable de la com, avec Alex. On a organisé une journée de cohésion. Mais moi, en fait, ça s'est pas terminé à la fin de la journée de cohésion. Il a fallu que j'envoie à tout le monde un petit message avec une photo collector de tout le monde, avec marqué journée de cohésion, etc. Et avec un super message pour les remercier. Et du coup, tout est comme ça chez moi. Il y a un début et une fin, quoi. Ouais, tout est comme ça chez moi, tu vois. Genre, tu vas venir à mon anniversaire, tu vas partir avec un souvenir ou avec un truc comme ça. Parce que je suis jusqu'au boutiste. Et mon arrière-grand-mère était comme ça. Et elle est décédée à 103 ans. Ah bah, elle était jusqu'au bout. Ouais, à ses 100 ans, elle est arrivée en limo, quoi. Tu vois, jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout. Et pareil, elle a eu 5-6 compagnons. Chose qui n'était pas concevable à l'époque. On lui dit, souvent les gens disaient ah, encore un qui a mangé la soupe. En fait, ils disaient qu'elle a empoisonné ses maris avec de la soupe. Alors que c'était pas vrai, hein, je vous rassure, elle a tué personne. Et en fait, cette femme-là, elle entreprenait beaucoup de choses. Et il y a plein de femmes comme ça qui sont. Il y a plein de femmes qui sont invisibilisées, qui méritent. Il y a plein de femmes entrepreneurs, ingénieurs dans l'informatique, des femmes oscarisées qui ont créé le Bluetooth, le Wi-Fi, riches, pauvres. Il y a une riche. Celle qui a créé de la vaisselle, c'est une riche bourgeoise qui en avait marre qu'on ébrèche ses assiettes. Je trouve que le truc qui était très drôle, elle a dit ouais, je m'en fous, je vais bidouiller des choses. Et elle a bidouillé plein de choses. Okay. Toutes ces femmes-là qui sont invisibilisées, pas parce qu'elles sont femmes, parce que elles méritent autant que n'importe qui. On devrait en parler et voilà. Et je trouve que mon grand-mère, elle a été, on l'appelait marraine pour dire. Il y a le parrain, le parrain. Et elle se faisait appeler marraine. Et un gros big up à ta grand-mère si elle nous écoute. Ouais, big up. Ouais. Madeleine Roy en plus, ça s'invente pas, tu vois. Ah, Roy, ouais. tu vois. Gros big up. Tu m'as dit que la qualité la plus importante d'un leader, ce serait l'amour. Ouais. L'amour des autres, je crois que tu as dit. Ouais, l'amour. C'est vrai que c'est un super sujet parce que un entrepreneur qui va jusqu'au bout des choses sera sûrement destiné à, au bout d'un moment, devoir non pas exécuter, mais l'idée des gens. C'est un peu la suite logique de l'entrepreneuriat. Donc pourquoi est-ce que, selon toi, c'est important l'amour des autres Parce qu'en fait, un leader, c'est pas qu'un leader d'opinion. Enfin, il y a plein de leaders. Ouais. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les meilleurs leaders, c'est les leaders citoyens, tu vois. Enfin, comment on devient un leader citoyen ? Déjà, c'est en aimant les autres. Ouais. Et en fait, grâce à cet amour des autres, de l'humain, enfin pas que d'ailleurs,
grâce à cet amour, on va pouvoir accomplir des choses, mais vraiment toujours avec cette envie, ce truc viscéral. Et je pense que juste l'amour des choses, ça peut être même l'amour du travail bien fait, tu vois. En fait, l'amour des autres, non, mais l'amour tout court. En fait, la passion et l'amour, je trouve que ça fait faire de belles choses, en tout cas. En fait, je vois pas quelqu'un qui est amoureux, je le vois pas être mauvais, tu vois. Quelqu'un qui est amoureux de quelque chose, je le vois pas être mauvais. Ouais. Déjà, quand t'aimes les gens, et que t'es passionné, je te vois pas être malveillant, je te vois pas. Ouais. Tu vois, souvent on regarde mal les gens parce qu'ils sont mal sapés, parce que machin et tout. Et puis tu le regardes, tu fais ouais, ma maman, regarde, c'est un passionné de musique. Enfin, tu vois, pour moi, la génération de mes parents, en tout cas, elle regarde mal les rappeurs parce qu'ils ont un style, tu vois. Je sais, maman, d'où tu peux. T'es amoureux de la musique, t'es amoureux du rap, ou t'es amoureux d'un instrument, enfin peu importe. C'est parce que tu t'habilles en survêt, en claquettes chaussettes que t'es malveillant. Regarde, il est amoureux il a une passion. Pour moi, quelqu'un qui est passionné, je vois pas quelqu'un de mauvais. Toujours très bisounours. Ouais, bah non, mais je pense que c'est quand même relativement important, effectivement. L'impact des technologies IA sur l'éducation, tu m'as dit positif parce que ça pousse à la créativité. Je trouve, ouais. Alors toi, comment est-ce que tu utiliserais l'IA pour développer ta créativité ? Aujourd'hui, moi je l'utilise beaucoup pour perfectionner par exemple mon français à l'écrit. Ouais. Chose qu'avant je ne faisais pas. J'étais très mail basique, etc. Aujourd'hui, je trouve qu'on peut se perfectionner plus facilement et grâce au prompt. En fait, la maîtrise des prompts aussi. Le prompt engineering, on appelle ça. Ouais, bah ouais, mais c'est un métier maintenant. Ouais, c'est un métier. C'est un métier. Et en fait, la maîtrise des prompts, d'avoir un prompt, en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi. De capter comment on gérait, enfin, comment on écrivait un prompt, etc. D'en essayer plein aussi, etc. Et je trouvais ça génial. Et en fait, dans l'écriture, par exemple, je trouve que c'est incroyable parce que ça m'apprend des formules que je connaissais pas, des manières de dire, ou alors des fautes de français qu'on faisait, qui sont universelles, hein, tout le monde les fait, mais qu'on pensait pas. Et je trouve que dans l'écriture, c'est pas mal. Aussi, en fait, la page blanche, elle est très flippante. Ouais. La page blanche, elle est très stressante, etc. Elle est très immobilisante aussi. Et du coup, grâce à l'IA, je trouve, elle te donne peut-être un élan. Un élan. Ouais. Moi, j'essayais les trucs de logo par l'IA. Impressionnant, moi, je trouve. Impressionnant, mais par contre, je vais m'inspirer. Ouais. Je vais jamais pomper, je vais reprendre. Ok. Mais par contre, je vais vachement m'inspirer. Et ça peut partir, tu vois. C'est ok, c'est un démarrage. Ouais. Ou alors, je vais prendre 3 trucs. Et puis surtout, croiser les infos. Parce que c'est bien marqué sur ChatGPT ou sur les autres. Il faut vraiment croiser les infos. Ouais. Faut pas être dogmatique. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Je disais toujours ne pas être dogmatique. Mais par contre, croiser les infos. Et du coup, d'essayer plusieurs. Ça permet aussi de voir si Le Parisien, Le Monde et ChatGPT ils sont d'accord sur ce sujet-là, tu vois. Moi, ça me permet de créer des jeux pour mon neveu. Putain, c'est incroyable. Un jour, au bout de 5 Olympiades dans la journée, j'en pouvais plus. Et du coup, après, j'ai fait ChatGPT, aide-moi s'il te plaît, crée-moi une Olympiade. J'ai ça à disposition. Mon neveu, il s'appelle Léo. Il a 5 ans. Il aime ça. Il est un peu taré comme son oncle et tout ça. Et il nous a créé une Olympiade encore plus folle. Et en fait, du coup, j'en avais parlé à ma famille. Ils me font, mais c'est génial. Du coup, ouais. Peut-être que moi, je vais utiliser l'écran. Et mon fils, je suis pas pour les écrans pour les enfants. Du coup, je vais lui trouver des jeux à base de un papier, un crayon, une branche d'arbre. Et en fait, moi j'utilise vachement la recette du dimanche. C'est-à-dire que moi, j'adore faire ça, c'est ma mère qui me disait ça. C'était la tarte du dimanche. Tu prenais une pâte feuilletée, tu ouvres le frigo et tu mettais tout dedans, quoi. Là, en fait, je fais pareil, mais avec ChatGPT. C'est-à-dire que je dis, j'ai une tomate, 3 poivrons, une vache qui rit. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais. Et du coup, ça te pousse à cuisiner. Ouais. Plutôt qu'à te faire une simple une tarte au four. Donc je trouve que et c'est génial. Et même maman 70 piges, ouais. Elle commence à l'utiliser. Ouais. Et donc c'est top. Enfin moi positif. Très positif. Je rejoins complètement ton point de vue. Et là je suis en train. Alors ma chef, je lui en parle beaucoup. Elle commence à l'utiliser grave.
Ouais. Mais du coup, après, c'est pas ça, c'est pas éduquer, mais alors si, éduquer là-dessus et apprendre en fait à ses collègues. Parce que vraiment, ça accélère les process. Faut prendre la vague, quoi. Bah oui. Ouais. Bah, c'est maintenant. Déjà, on est en retard. Hein. Oui, clairement. C'était 50 piges. Mais bon. 50 piges l'IA. Oh, un peu plus. Non, Ouais, mais vraiment, on a commencé à le développer. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà eu Ouais. Il y avait déjà eu aussi les joueurs d'échecs là qui se faisaient battre. Bah, IBM. Ouais. IBM. Après, en fait, les joueurs d'échecs, ça a dévié quand même parce qu'on est parti après sur vaincre le cancer. Hein, ouais. Où IBM a mis des tonnes et des milliards sur la table et il s'est passé des petites dingueries. Mais il y a eu des choses, des belles victoires aussi avec l'IA. Ouais. Mais j'ai un workshop sur les pires fails de l'IA si tu veux. T'as un exemple là d'un pire fail? L'IA d'Amazon pour la RH. En fait, ils avaient créé une IA pour lire les CV. Ok. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, elle a recruté 95% de mecs et 5% de femmes. Et il y a aussi une IA qui avait été créée qui était sur Twitter. Et en fait, vu que l'IA se nourrit des tweets et donc des gens, à la fin de la journée, l'IA, elle était carrément nazie. Ah d'accord. Et elle criait sa haine pour le peuple juif. C'était affreux. Ah oui. Ah ouais. Elle a son adoration pour Hitler, etc. Ils avaient rendu l'IA complètement nazie. Ah bah, intéressant. Mais comme ouais, quoi, c'est ouf. Ah oui, bah c'est sûr que si elle se nourrit de choses qui sont mal intentionnées, c'est sûr que bah voilà. Le meilleur moyen de financer une start-up, la Love Money, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui. C'est vrai que le financement. Il y a beaucoup d'amour, t'as vu, Love. On voit des gens qui se tentent sur le plateau de Qui veut être mon associé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à une époque, on était plus. Il y a eu la vague, tu as sûrement entendu parler, la vague où tu vois la pub d'internet où tu as tous les investisseurs qui investissaient sur le premier mec venu. Et là, je crois qu'on est un peu plus dans le creux de la vague où justement les investisseurs sont. Enfin, le marché de l'offre et de la demande, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres d'investissement. Donc, selon toi, ouais, aujourd'hui, c'est trop compliqué d'aller chercher des investisseurs, des business angels. Il faut surtout focus sur les choses simples. Alors surtout, il faut arrêter de dire qu'il faut lever de la thune tout de suite. Exactement, c'est vrai. Parce que alors, il y a des contraintes à lever, parce que tu as des personnes au board, parce que c'est un pourcentage de ton capital. Mais c'est aussi très bénéfique. Parfois aussi, tu lèves de l'argent pour faire peur. Deliveroo qui avaient levé je sais plus combien de milliards, et puis du coup... qui étaient juste là avec cet argent, ils n'avaient pas besoin de cet argent-là. Mais ils avaient besoin de cet argent pour s'appuyer, enfin pour dire ok, on est présent, tu vois. Donc en fait aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher cet argent-là? Pourquoi? Est-ce que c'est pour aller à l'étranger? Est-ce qu'on a besoin de nous à l'étranger? Donc vraiment réfléchir à est-ce qu'on doit vraiment lever des fonds? Parce que lever des fonds, c'est énorme. La préparation à une levée de fonds, elle est énorme. Autant mettre le focus sur son projet, en fait. Sur son projet. Et puis aussi, l'échec d'une levée de fonds, elle est vénère pour toi, mais elle est vénère aussi pour ta réputation. Ouais. Donc, et puis moi j'en connais 4 personnes, des personnes qui ont échoué 4 levées de fonds d'affilée, sur plusieurs années. Qui ont levé des fonds et qui ont échoué ou qui ont échoué dans leur levée de fonds. Sont partis, qui faisaient une grosse communication sur on va lever des fonds, des fonds. Et au bout de la quatrième, que des échecs, tu dis, il y a un truc qui va pas en personnellement, interne, je suis investisseur, j'ai pas envie d'investir sur un mec, son seul unique but, c'est de lever des fonds. Je veux un mec, son seul unique but, c'est de bootstrapper son entreprise, par exemple. C'est ça. Oui, je pense que les gens, ils font cette confusion maintenant, où il y a une époque où c'était tellement simple d'avoir des investissements, que je pense qu'il y a un gros décalage qui se fait. Et du coup... Bootstrap pour toi c'est plus important? Ouais, parce que il y a aussi tout ce qui est mis en avant, parce que ça passe aussi beaucoup par des concours de pitch, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, j'ai l'exemple d'une startup à Tours là qui pitchait sur tout partout et qui gagnait beaucoup. Ouais. Mais en fait, au bout de 5 ans, il y a quelqu'un. C'est vrai que moi je lui ai toujours dit, mais c'est pas que je lui ai toujours dit, c'est que moi c'est pas mon délire de faire pitcher pour faire pitcher. Ouais, clairement. C'est un très bel exercice, mais attention. Faut que l'exécution elle aille de pair, tu vois. Parce que si au bout de 5 ans tu pitches toujours et que en fait t'en es toujours au même endroit, on va dire mais t'as foutu quoi à part pitcher depuis 5 ans? Donc faut faire gaffe aussi à cette mise en avant sous les projecteurs, etc. tout le temps. Faut que aussi derrière ça carbure, tu vois. Donc en fait c'est l'exécution qui est pour moi le plus... de toute façon aujourd'hui on est 1000.
fait, tu arrives sur un marché, t'as déjà 1000 concurrents. Ouais. Et c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est va bien connaître tes concurrents, fais en sorte que ça devienne à la rigueur des partenaires. Et toi, solidifie ton exécution, fais qu'elle soit solide. Enfin, faut qu'elle soit rapide, enfin, et une belle exécution. Et voilà. Et après, eh ben, si vraiment tu as besoin d'aller lever des fonds, va te faire accompagner déjà. Va pas chercher des fonds tout seul. En tout cas, moi je te conseille. De toute façon, une boîte, c'est combien? C'est sur 10 boîtes. Il y en a sur 10 boîtes qui se font accompagner. Je crois qu'il y en a plus, il y en a bien la moitié qui réussissent, je sais plus. Okay. En tout cas, par rapport à une boîte qui, sur 10 entrepreneurs, il y en a un qui a réussi, sur ceux qui ne sont pas accompagnés. Enfin, va te faire accompagner en tout cas sur la levée de fonds parce que c'est quelque chose de sérieux. Et puis après, bah voilà, tu as la love money qui est l'argent de tes proches, de ta famille. Mais pour ça, il faut parler de ton projet et n'hésite pas à en parler à ta famille, surtout parce que l'entrepreneuriat, eh ben, c'est compliqué pour. Les gens. Ils en pensent quoi, tes parents, Romain? Au début, ils n'ont pas compris. De toute façon, j'ai plutôt fait le choix de ne pas trop en parler non plus. Ouais. Je pense. En fait, je me suis dit que ça allait me prendre trop d'énergie que de me justifier. Vaut mieux que je mette toute mon énergie dans mon projet et qu'en fait, il se justifie par lui-même de sa réussite. J'ai trouvé ça plus intéressant et donc j'ai toujours un peu, avec mes parents, forcément j'en ai parlé, mais tu vois, avec la famille un petit peu, les oncles, etc. J'ai toujours préféré ne pas trop en parler pour que ça devienne évident tellement c'est devenu gros, quoi. Parce que effectivement, c'est trop facile de critiquer quelqu'un qui se lance et qui n'a encore rien fait. Trop facile de dire ouais, mais tu vas échouer, reste plutôt focus dans les études. Évidemment, il faut rester focus dans les études. Je ne dis pas qu'il faut drop out. Mais ouais, j'ai plutôt fait le choix de rester un peu discret par rapport à ça pour que ça se justifie par lui-même. Éducation formelle ou apprentissage autodidacte, tu m'as dit apprentissage autodidacte et je relève. Après, c'est simplement propre à moi. J'ai l'impression que c'est un peu incohérent par rapport à ta nature, plus extraverti. Donc je me suis dit qu'un profil extraverti. Autodidacte ? En fait, je me suis dit qu'un profil extraverti, ça allait être plus quelqu'un qui allait apprendre des autres au contact des autres. Alors pourquoi est-ce que toi, tu as plus de facilité à apprendre tout seul de ton côté, sachant que tu es plus de nature extravertie ? Peut-être que ce n'est pas lié. Hein. Non, pour moi, c'est pas lié. Okay. En fait, l'autodidacte, d'être autodidacte, ça te permet d'être à la bonne vitesse. Ok. Ça peut être, il n'y a pas de niveau d'importance rapide, il n'y a pas de rapide ou lent, c'est ta propre vitesse. Quelle est ta propre vitesse? Et je me suis rendu compte que ça c'est moi aussi, ça va trop lentement. Ouais. Ça va trop lentement. Ou parfois, tu vois, les discussions, putain, mais viens-en au fait, quoi. Ouais. Et ça va pas assez vite. Et du coup, d'apprendre tout seul de ton côté, certaines vidéos, de les faire en x1.5, etc., de sauter des machins, etc. Je me suis dit, en fait, c'est ma bonne vitesse. La bonne vitesse, c'est la mienne. Et c'est laquelle? C'est quand je suis tout seul que je veux. En fait, je suis focus sur un sujet et voilà. Par contre, ça m'empêche pas d'aller après valider ces acquis-là avec des personnes, avec des gens, etc. Alors parfois, me foutre complètement en danger aussi sur ça. Mais au moins de voir. Mais non, autodidacte, clairement, parce que j'ai clairement plus appris. Et c'était aussi me foutre en danger quand Terence était venu me chercher pour monter, pour l'aider à monter cet incubateur où je connaissais rien de l'entrepreneuriat. Je sortais de la finance et du coup, en gros, en 6 mois, je devais tout apprendre. Et qu'aujourd'hui, je vois que j'ai plus appris, mais en 10 ans. C'est que en fait, tu te mets des objectifs. L'objectif, il est clair. Et puis, go, quoi. Après ouais, il y a des ressources. Et surtout, il y a des gens incroyables qui t'ouvrent leurs portes et qui te disent, alors que ils paraissent presque genre, non, on peut pas y aller là-bas. Regarde, j'ai réussi. Et il y a des gens comme Nouma, comme The Fa, Younes surtout, je pense à Younes qui m'a ouvert la porte, qui était premier maquilleur, qui m'a fait allez, tu viens au Noël et tout ça. Et c'est Younes qui, du coup, le livre d'Agen, c'est Younes qui l'a écrit, et qui m'ont accueilli et voilà. Nouma, pareil. Et puis d'autres entreprises, tu vois, des entreprises, des industries, des startups, et qui me laissaient regarder ce qui se passait chez eux, même si c'était un peu dégueu parfois. C'est cool. Au moins, tu prends ce que tu veux prendre, et puis voilà. Top. Écoute, Damien,
On se rapproche gentiment de la fin. Cool. Tu as été un grand rêveur en vrai quand tu étais plus jeune. Ouais. Et je pense Toujours. que dans l'audience des gens qui doivent regarder ce podcast, peut-être des gens qui sont le petit Damien, un peu qui a envie de rester dans le droit chemin, mais à la fois qui a des rêves en tête. Si tu as un dernier mot, un dernier conseil pour ces gens-là qui peut-être se projettent pas mal dans ta personne, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrivent à suivre leur vocation? Bah, trouver le bon équilibre. Il y a une étudiante entrepreneur qui s'appelle Marie, que j'apprécie beaucoup, qui me décrit très bien. Et l'autre jour, j'ai fait le roast de mon Instagram par ChatGPT qui m'a dit exactement la même chose. Que je suis un bon équilibre entre le OSEF et le très sérieux. Et en fait, c'est trouver ton bon équilibre entre tout ça. Et je me rappellerai toujours ce que m'avait dit OA. T'es singulier, t'es barré, t'es créatif, va jusqu'au bout, quoi. Va jusqu'au bout. Et donc en fait, trouvez le bon équilibre, soyez honnête avec vous-même, et puis voilà. Et ben, je pense que c'est un super mot de la fin. Écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Damien d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un super moment. Ouais. J'avais l'impression d'être à un dîner sans dîner. Ça- C'était ouf. Ça a duré 1h30, on s'est même pas rendu compte. Hein. Le temps est passé si vite. Le temps passe. C'était un incroyable moment, j'ai adoré. Et merci Romain. Bah, j'espère surtout que ça vous a apporté au moins des réponses à certains questionnements, de la valeur potentiellement. Si ça se trouve, j'ai ouvert des portes déjà ouvertes. J'ai enfoncé des portes ouvertes, génial. Et là, j'étais nul. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque maintenant. On espère que ça vous a plu et puis on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et peut-être à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est qui frappe à la porte? Mais oui, c'était quoi ça? Bravo. Ça m'a dérangé. Ouais, ça m'a perturbé. C'était bien? Attends. Très bien. Top. C'était bien? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait. T'as bien aimé Luc quand je t'ai fait intervenir? Ouais. Mais tu sais que moi le but aussi de ce podcast c'est que ce soit, tu sais, qu'il n'y a pas de moment coupé où on laisse un peu tout, même les backstage, je parle à la régie, je trouve ça marrant, tu vois. Yes. Ah, c'était cool, c'était sympa. Ah, c'est cool. Un peu différent de ce matin parce que là c'était plus en mode interview parce qu'on était que deux, Ouais. mais ça change aussi, c'était. Ouais. Ah purée, et de pas être préparé aux questions, etc. Mais ça, après, c'est vrai que ça devient une discussion Ouais, normal. normale. Mais C'est quand même vachement différent que ce matin. ouais. Bah en fait être 3 ça change tout que être 2. Être 2 c'est plus discussion. Je suis gras, putain. À la caméra ça devait se voir ça. Ouais, non, mais moi, c'était une première. Hein. Donc, T'as bien aimé? ouais, c'était hyper cool. Bah, après, les gens, ils aiment parler de soi, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai pas l'impression que. Mais t'as parlé en mode authentique, les gens, enfin. Ouais, après, c'était nature peinture. Ouais, c'était le but. T'as apprécié? Ouais, j'ai bien. Ouais. C'était cool. Vous faites un petit quitté de plateau là pour qu'on ait une petite fin propre. C'est quoi qui était de plateau? Un petit bout, vous levez puis vous partez. Ok, d'accord. Ah, pour que tu puisses le mettre? Ouais, bah ça fait une petite fin propre. Ok. Attends, faut que je trouve une connerie. Au revoir tout le monde. Non, on la refait celle-là. Non, mais attends, il faut pas que je parle. Tu nous l'as fait la Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. Au revoir. Au revoir. Poupipou, au revoir tout le monde. T'es en chaussettes, Romain. Ah oui, je suis en chaussettes. Voilà. Hop. On va là dans les plans. Aïe! C'était le truc pour la fin. Cool. Franchement, c'était cool, t'es ouf. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça tout à l'heure avec le sortie du plateau. Ouais. Waouh! Du coup, ouais, t'étais vachement d'accord avec moi? Ouais, du coup, il n'y a pas trop de débat. Hein. On est plutôt d'accord sur. T'as l'air frais, bâtard. C'est qui? C'est Martin? Fontaine? Il est frais? Martin? Non, si, il me dit t'as l'air frais, bâtard en parlant de moi. Ah ouais. Bon bah. Je crois qu'il est in love. Il est in love.